Aujourd'hui, nous allons examiner une affaire du milieu du 19e siècle. Alors installez-vous pendant que nous partons pour l'Australie. Jane McManaman est née en Irlande en 1833. À 22 ans, le monde avait déjà beaucoup changé autour d'elle. En 1855, elle et sa sœur Margaret, de seulement 1 an sa cadette, décidèrent de quitter leur pays natal pour l'Australie méridionale. Leur histoire était courante, car dans les années 1850, de nombreuses jeunes Irlandaises ont émigré en Australie. Après la famine en Irlande, qui avait entraîné pauvreté, faim et désespoir, les jeunes femmes comme Jane et Margaret faisaient face à de rares opportunités et un avenir sombre. De l'autre côté des mers, la colonie d'Australie méridionale, avec ses vastes espaces et ses villes grandissantes, manquait désespérément de femmes. Pour pallier la pénurie de main-d'œuvre dans le service domestique et les industries rurales. Pour corriger le fort déséquilibre entre les sexes causé par les premières vagues d'immigrants majoritairement masculins. Les deux sœurs ont d'abord trouvé un emploi chez Leonard Lovegrove à la station Poltallic, une vaste propriété située sur les rives du lac Alexandrina. Jane y a travaillé plus de 2 ans avant de partir pour travailler avec William Carter à Wellington. Monsieur Carter, maître de poste et gardien du bac, jouait un rôle clé dans cette ville, important point de passage. Jane a noué un lien fort avec Monsieur Carter, à qui elle a confié ses économies lors des voyages entre Adélaïde et Melbourne pour personnes, bétail et marchandises. 50 livres, somme importante à l'époque, et quelques effets personnels, certains ayant une grande valeur sentimentale pour elle. Cependant, Jane avait la réputation d'être économe et de gérer son argent avec soin, et cela était souvent remarqué par ceux qui la connaissaient. Vers 57 ans, Jane quitta l'emploi de Monsieur Carter et accepta un poste chez Madame Catherine Robinson, propriétaire de l'auberge Le Repos du Voyageur à Salt Creek, petite localité sur la Carongue, à 66 miles de Wellington. Madame était veuve, son mari étant mort dans des circonstances mystérieuses. En juin 56, un homme du coin nommé Malachi Martin fut arrêté comme suspect. C'était quelqu'un au passé trouble. Né en Irlande en 1831, mais en 1837. À 6 ans, il a voyagé avec ses parents en Australie méridionale et s'est installé au sud d'Adélaïde. Adolescent, il a été accusé de vol alors qu'il travaillait à la poste d'Encounter Bay. Il a été jugé mais déclaré non coupable. Cependant, seulement 6 jours plus tard, une tragédie a frappé sa famille lorsque sa mère s'est noyée dans un étang près de leur maison. Lors de l'enquête qui a suivi, il a été conclu qu'elle s'était donné la mort alors qu'elle souffrait d'une folie passagère, probablement causée par l'impact émotionnel du procès criminel de son fils. Pour aggraver la tragédie, elle était enceinte de plusieurs mois à ce moment-là. Cependant, certains habitants du village ont remis en question ce verdict. Quelques années plus tard, Malachi Martin et son père ont déménagé dans une ferme près de Carongue, où il travaillait et conduisait la diligence postale entre Adélaïde et Melbourne. Salt Creek fut un arrêt où il rencontra William et Catherine Robinson. Cependant, à mesure qu'il s'arrêtait là plus souvent, des rumeurs circulaient selon lesquelles lui et Catherine entretenaient une relation inappropriée. Monsieur Robinson n'aimait pas Monsieur Martin, même s'il recevait sa clientèle. En juin 56, les deux hommes sont partis dans la brousse chercher du bétail sauvage, mais seul Malachi Martin est revenu. Une équipe de recherche a été organisée pour retrouver Monsieur Robinson, avec l'aide de Monsieur Martin. Peu de temps après, le corps de Monsieur Robinson a été découvert près du bord d'un marécage. Sa gorge avait été tranchée, retrouvé face contre terre, couteau à la main droite, alors que Monsieur Robinson était gaucher. Malachi Martin fut suspecté de meurtre, mais les charges furent vite abandonnées. Il a quitté la région pour vivre 2 ans à Sydney, puis est revenu en 1958. Nous vivons un tournant surprenant des événements. Lui et Catherine Robinson se sont mariés en juin, ce qui a intensifié les spéculations sur la mort du mari de Madame Robinson. La vie de Jeanne avait changé. Elle ne travaillait plus pour Madame Catherine Robinson, devenue Madame Catherine Martin après son second mariage. Jeanne pensait que Malachi, le mari de Madame Martin, dirigeait l'auberge. Jeanne le trouvait grossier, agressif et égoïste, ne se souciant que de lui-même. Ses paroles étaient brusques et ses actes montraient qu'il se moquait de leur effet sur les autres. Cependant, malgré son apparence extérieure, il arrivait à Jeanne d'apercevoir quelque chose de plus profond, peut-être une pointe de tristesse ou de regret caché sous sa carapace.
Jeanne gagnait 11 shillings par semaine, nourriture et logement inclus. Ainsi, vivant en milieu rural, Jeanne avait peu de dépenses quotidiennes. En conséquence, elle prenait rarement l'argent qu'elle gagnait à la sueur de son front et demandait plutôt à monsieur Martin de le garder pour elle. Il était heureux de le faire et lui assurait que son argent était en sécurité et qu'il le lui remettrait dès qu'elle en aurait besoin. Avec ses besoins simples et son mode de vie frugal, Jeanne pensait rarement à ses gains, qui s'accumulaient discrètement au fil du temps. Cet arrangement leur convenait à tous deux. Elle écrivait souvent à sa sœur Marguerite, partageant des nouvelles, mais en février 62, les lettres cessèrent brusquement. En avril, Marguerite était de plus en plus inquiète, toujours soucieuse pour Jeanne et pleine de doutes sur monsieur Malachi Martin. Elle savait que sa sœur ne l'appréciait pas et, troublée par le silence de Jeanne, ne savait que faire. Marguerite contacta monsieur William Carter, ancien employeur de sa sœur, et lui confia ses inquiétudes pour Jeanne. Monsieur Carter se renseigna aussitôt sur sa localisation, interrogeant quiconque aurait vu ou entendu parler de Jeanne. Malgré ses efforts, il ne trouva aucune trace de la jeune femme et contacta alors l'agent de police. Guillaume Rawlinson du poste de police de Wellington dirigea l'enquête. Au début, il aborda l'affaire comme une enquête de disparition ordinaire, espérant que Jeanne était simplement partie de son propre chef pendant un certain temps. Il a parlé à monsieur Malachi Martin, l'aubergiste, qui a assuré à monsieur Rawlinson que son absence n'avait rien de mystérieux. Il affirma qu'en février, des amis de Jeanne s'étaient arrêtés à l'auberge du voyageur en allant vers le sud. Il affirma que Jeanne avait soudain décidé de les accompagner jusqu'à Maria Creek, une étape de leur trajet. Il déclara qu'elle lui avait dit qu'une fois là-bas, elle prévoyait de continuer à pied jusqu'à la résidence de sa sœur, qui se trouvait apparemment à proximité. Le récit, apparemment simple et rassurant, de Malachi Martin n'apaisa pas l'inquiétude de Guillaume Rawlinson et de ses collègues. La chronologie donnée par monsieur Martin était floue et nul n'a pu confirmer avoir vu Jeanne depuis. Ses amis, que monsieur Martin avait mentionnés, n'avaient pas été identifiés, et l'itinéraire qu'elle aurait emprunté était long et isolé. En fait, son explication soulevait plus de questions que de réponses. Au fil des semaines, la police était de plus en plus convaincue que quelque chose de bien plus sinistre s'était produit. Les doutes sur les récits de Malachi Martin grandissaient, et la police soupçonnait que Jane n'avait jamais quitté l'auberge. Ce jour-là, leur attention passa d'une simple disparition à la découverte de la sombre vérité qui pouvait se cacher entre les murs du repos du voyageur. En fouillant l'auberge, ils trouvèrent le tricot de Jane dans la cuisine et ses chaussures dans son ancienne chambre. Ils découvrirent aussi que Madame Catherine Martin portait 2 bagues identifiées comme ayant appartenu à Jane. Fin mai, les soupçons de l'agent Rawlinson envers monsieur Martin ayant grandi, il décida d'envoyer un agent infiltré à l'auberge. Déguisé en client, l'agent devait discrètement observer monsieur et madame Martin et les autres clients. Espérant trouver des indices sur mademoiselle Jane McManaman, l'agent faisait face à un inquiétant silence autour de l'affaire. Personne ne parlait de Jane, et toute tentative de recueillir des informations semblait mener à des impasses. Cela ne faisait qu'accentuer le mystère entourant la disparition de la jeune femme. Le 9 mai, un Australien autochtone nommé Mickey annonça une nouvelle alarmante à William Allen, habitant de Woodwells, à environ 17 km au nord de Salt Creek. Mickey annonce à monsieur Allen qu'une jeune femme a été retrouvée morte par une connaissance. Il était caché et partiellement enterré dans un terrier de Wombat, à environ 800 mètres du refuge des voyageurs. En apprenant cette macabre découverte, monsieur Allen a réagi rapidement et a envoyé un message urgent au poste de police le plus proche. Un gendarme a reçu celle-ci et transmis l'information à ses supérieurs au quartier général de la police, tout en reconnaissant la gravité de la situation. Le gendarme a sellé son cheval et est allé à Wellington informer en personne l'officier supérieur Rawlinson de la découverte. La police est vite arrivée, a exhumé le corps de sa tombe de fortune et l'a transporté à Woodwells pour une enquête officielle. L'événement a eu lieu en juin et le corps a vite été identifié comme celui de mademoiselle Jane McManaman, la jeune disparue. William Allen, qui avait reçu la nouvelle de Mickey, s'est chargé de fabriquer un cercueil pour Jane. Il l'a enterré au sommet d'une colline à 200 mètres de chez lui. Le procureur de la couronne, estimant nécessaire d'être minutieux, a ordonné l'exhumation du corps pour un examen approfondi.
Comme il était jugé essentiel qu'un expert médical qualifié procède à une autopsie approfondie et établisse la cause exacte du décès, le docteur Goss, un médecin respecté, a été appelé d'Adélaïde spécialement à cet effet. Après un examen minutieux, il a annoncé que Jane McManaman était morte par strangulation. Les preuves désignent maintenant Malachi Martin comme principal suspect. Il a été le dernier à voir la jeune femme vivante. La proximité de son domicile avec le lieu d'inhumation était évidente, et sa déclaration sur le départ de Jane avec des amis n'a jamais été jugée crédible. L'enquête a conclu que Malachi Martin devait être jugé pour meurtre prémédité. L'affaire a beaucoup attiré l'attention du public et de la presse. Ce n'était pas seulement une histoire de violence, mais aussi de trahison, de tromperie et des efforts acharnés pour rendre justice dans un coin reculé du pays. Le procès devait commencer le 20 août 1862. Le témoin clé, William Wilson, charpentier, avait souvent travaillé avec Jane pour Malachi Martin à l'auberge du Voyageur. Monsieur Wilson avait déclaré à la police que le jour de la disparition de Jane, Monsieur Martin l'avait envoyé faire une course à une station à 20 miles de Salt Creek. Alors qu'il se rendait à Adélaïde pour témoigner, Monsieur Wilson s'est arrêté à Wellington après une nuit d'alcool. Il a dit au patron du pub, Monsieur William Butcher, qu'il avait vu le corps sans vie de Jane à Salt Creek. Sa déclaration a suscité l'émoi et contredisait son témoignage précédent, affirmant ignorer son sort. Lorsque les autorités ont été informées de sa confession en état d'ivresse, elles sont devenues soupçonneuses, car cela impliquait qu'il avait peut-être été plus impliqué dans la disparition de Jane qu'on ne le pensait au départ. Monsieur Wilson a alors été arrêté en tant que complice du crime, ce qui a entraîné le report du procès et a encore accentué l'incertitude entourant l'affaire. Son arrestation a ravivé les soupçons sur sa participation à la disparition de Jane, compliquant l'enquête. Le retard, associé à des soupçons changeants, n'a fait qu'accentuer la confusion quant aux véritables circonstances du sort de Jane pendant son incarcération. Monsieur Wilson a fait une autre révélation surprenante. Il a révélé que peu de temps avant la disparition de Jane, il lui avait demandé sa main et qu'elle avait accepté. Il a poursuivi en disant que la seule personne à qui il avait partagé cette information était Malachi Martin. Il n'était pas sûr que Monsieur Wilson dise la vérité dans cette confession, ou invente encore. Mais cela ajoutait encore plus de complexité à sa crédibilité déjà douteuse. Le procès a débuté en décembre 62, les deux hommes plaidant non coupables. Si William Wilson disait vrai, cela impliquait que Monsieur Martin aurait tué Jane pour ne pas lui verser 2 ans de salaire. Cependant, la plupart jugeaient Monsieur Wilson peu fiable. Un témoin nommé Peter Nichols, qui conduisait la diligence entre Adélaïde et Melbourne, a déclaré devant le tribunal qu'il avait vu Jeanne à l'auberge le 2 février et qu'elle semblait être de bonne humeur. Il a expliqué qu'à son retour 6 jours plus tard, il a rencontré Guillaume Wilson à un quart de mile de l'auberge. Il a précisé qu'à son arrivée au repos du voyageur, il a frappé sans réponse, puis Monsieur Martin a fini par l'ouvrir et le laisser entrer. Il a dit que Madame Martin était absente, alors il a aidé Malachi à préparer le dîner. Plus tard, Monsieur Stockdale les a rejoints et ils ont dîné ensemble. Il a poursuivi en disant que pendant le repas, Monsieur Martin l'a informé que Jane avait quitté son emploi, affirmant qu'elle s'était enfuie dans une charrette couverte qui se dirigeait vers Mount Gambier. Ce que Monsieur Nichols a dit ensuite a provoqué un profond malaise dans la salle d'audience. Il se souvenait avoir vu une charrette couverte à la station Rankin, entre Salt Creek et Mount Gambier, en allant vers l'auberge du voyageur. Il avait discuté avec les gens dans la charrette, sans voir ni entendre parler de Jeanne. Il a aussi exprimé sa confusion face à l'affirmation de Monsieur Martin que Jeanne était partie soudainement. Il a dit qu'il la connaissait depuis 2 ans et que Monsieur Martin lui devait plus de 50 livres. Il a dit que, selon lui, il était insensé qu'elle parte ainsi. Il pensait que si elle était vraiment partie, ce serait pour voir Monsieur Carter, pour récupérer son argent, surtout que certains amis travaillaient pour lui. William Wilson a déclaré au tribunal qu'il était allé à la gare de Stephen Hack pour récupérer une selle le jour de la disparition de Jane. À son retour, on lui a dit que Jane était partie avec des amis à Mount Gambier. Il n'a pas été surpris, car Jane avait déjà parlé d'y aller pour les meilleurs salaires. Le tribunal s'est tu quand Monsieur Wilson a affirmé avoir vu le corps de Jane après sa mort. Il a expliqué que Malachi Martin lui avait avoué le meurtre, puis l'avait menacé de mort s'il parlait.
Il avait gardé cette information jusqu'à finalement la confier à Monsieur Boucher, le tenancier du pub à Wellington. Monsieur Carter était un autre témoin. Il a informé le tribunal que peu de temps avant sa mort, Jane lui avait dit qu'elle avait des livres en économie, qui étaient gardés par Monsieur Martin. Il a ajouté qu'il savait qu'elle voulait retourner en Irlande et emporter l'argent. Malachi Martin a refusé de témoigner et soutenu que Jane était partie soudainement avec des amis, malgré sa promesse de rester jusqu'au retour de Catherine. À la fin du procès, il a été reconnu coupable du meurtre de Jane et a ensuite été condamné à mort. William Wilson a été reconnu coupable de complicité après coup et condamné à 4 ans de travaux forcés. Malachi Martin a été pendu à la prison d'Adélaïde le 4 décembre 1862. Avant son exécution, il a seulement déclaré que William Wilson n'avait jamais vu le corps de Jane à Salt Creek et avait tout inventé. Après la pendaison, il a été enterré dans l'enceinte de la prison, après que les autorités eurent pratiqué l'autopsie sur le corps de Jane. Elle fut à nouveau enterrée à Woodwells, là où William Allen l'avait d'abord inhumée dans les années 20. Des rapports mentionnent une boîte de confiture sur sa tombe, puis un cairn de pierre a été érigé. Mais vers le milieu du XXe siècle, l'emplacement précis de la tombe fut oublié. Heureusement, elle a été redécouverte en 1966 par un géomètre du gouvernement et 2 habitants du coin nommés Alan Johnson et Arthur Reed. Ils ont confirmé l'emplacement exact où Jeanne avait été enterrée en creusant jusqu'à ce qu'ils trouvent ses ossements en 1972. Une pierre tombale en béton a ensuite été placée sur le lieu d'inhumation et une cérémonie commémorative a été organisée. La tombe étant sur une propriété privée, l'enclos reste visible depuis la route pour quiconque passe par Woodwells. Merci à tous de m'avoir écouté. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours et j'espère vous retrouver tous lors du prochain dossier.